Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour la reprise ce week-end. Je crois que ça faisait quelques années que j'avais pas sauté quelques week-ends comme ça. Donc ça fait du bien. Ça fera l'objet, je pense, d'un retour d'expérience également, de sortir la tête un petit peu du guidon. Également, je vous ferai une vidéo la semaine prochaine si j'en ai le temps. J'espère que j'en aurai le temps. Parce que ce sera fort à propos pour parler du record. Évidemment, tout le monde parle du record du CAC 40 actuellement. Bah, la problématique, c'est toujours pareil, c'est que on s'occupe du CAC 40 classique, entre guillemets. Or, la vraie performance, le vrai CAC 40 qu'il faudrait regarder si on veut prendre tout en compte, et c'est-à-dire notamment les dividendes, c'est le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Évidemment, il y a toujours des raccourcis qui sont faits. Quand, en règle générale, on vous parle que du CAC 40 classique, on oublie le CAC 40 avec dividendes réinvestis, donc on vous dit, regardez, on est mauvais par rapport aux Allemands, donc on compare avec le DAX étant un indice avec les dividendes réinvestis, lui. Donc voilà, on compare ce qui n'est pas comparable, et on en profite toujours un petit peu pour dire, regardez comme on est mauvais. Or, c'est pas le cas, et on en reparlera lundi, c'est pas le cas, le CAC 40, au contraire, est loin d'avoir à rougir de sa performance, et c'est même l'un des indices les plus performants depuis le début de 2021. Donc on aura l'occasion d'en reparler lundi, j'évite comme ça de faire trop long sur cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos que je publie en cours de semaine, et de laisser également un pouce en l'air, de liker la vidéo, de la partager. Ça fait toujours plaisir, ça motive à continuer. Au niveau de notre CAC 40, de l'indice CAC 40, donc on n'est pas très loin, en effet, des records qui avaient été atteints en 2000. Beaucoup de choses ont changé depuis, ce qui fait que c'est pas non plus la mer à boire, même si on ne devait pas l'atteindre pour quelques points. On voit qu'aujourd'hui, on y est presque arrivé. Hein. Un vendredi 13, ça aurait peut-être fait mauvaise impression, et en tout cas tous les gourous en auraient profité pour vous dire ouais, c'est un signe, c'est le signe que tout va se casser la gueule, comme d'habitude. Bon, on a atteint 6900, à peu près 6920 points. Bon, on sent bien qu'on va commencer à rentrer dans le dur, hein. Je veux dire, on fait tout ce chemin en ligne droite, sans pour autant parler de retournement baissier de la tendance. Il faudra bien à un moment donné reprendre son souffle. Reprendre son souffle sans pour autant casser la dynamique haussière de moyen terme, pour moi, c'est cette zone-là des 6300 points qui est importante. Et à court terme, c'est une zone que je vais mettre entre 6580 et 6666 pour garder le chiffre un petit peu plus long que le Number of the Beast, mais pour garder l'image, pour les quelques fans d'Iron Maiden encore qui peuvent exister. Et l'idée, voilà, c'est que donc ces zones-là peuvent jouer des zones de pullback éventuelles, de reprise de souffle, qui ne remettraient pas en cause la tendance haussière. Maintenant, on est en mode exponentiel, on est en mode bouquet final, donc il faut s'attendre pas à une remise en cause de la tendance haussière, ou tout du moins pas du jour au lendemain, mais à certainement de la volatilité, du zigzag, etc. À plus court terme, je mettrai le support dans cette zone des 6820 points, à peu près, 6820, 6830. Tant qu'on va tenir ça à court terme, il n'y a pas réellement de reprise de souffle, si ce n'est des petites choses court terme. Donc vous l'avez compris, c'est haussier, point barre, jusqu'à preuve du contraire. On sent bien qu'on commence à tirer l'élastique, bien entendu, et que quand vous tirez l'élastique, la problématique, c'est quand le premier coup où il lâche, il peut faire un grand mouvement de sinusoïdal avec beaucoup de volatilité. Et ensuite, il rebondit un petit peu moins fort, et ainsi de suite, la sinusoïdale devient de moins en moins forte. Et c'est le premier mouvement auquel il faut faire attention. Maintenant, voilà, si vous regardez ces vidéos-là depuis quelques temps, ça fait quelques semaines, quelques mois même que j'en parle et que ce n'est pas advenu. Donc la problématique, c'est toujours la même, une question de timing. Maintenant, c'est l'aspect, la casquette, se dire est-ce que je suis offensif dans mon profil ou est-ce que je suis défensif? Et donc j'essaye de me protéger de cela, ou au contraire, je me dis, je continue d'attaquer, et puis quand ça arrivera, je me prendrai l'élastique dans la figure, mais pendant le temps où ce n'est pas arrivé, j'aurai profité de tout un tas, d'une continuation haussière et tout un tas de plus-values qui, logiquement, permettront de compenser la perte que je peux me prendre si jamais il y a un accès de volatilité. Et c'est un si, bien entendu, parce que c'est pas obligatoire, on peut très bien faire de la conso à plat. Donc à ce stade-là, c'est haussier, point barre. La seule chose dont on peut se méfier, voilà, dont il faut faire attention, c'est d'un accès de volatilité.
le catalyseur, le déclencheur, on ne sait pas, il y a tout un tas, on sait très bien qu'il y a tout un tas de nuages noirs, etc. Mais c'est des nuages gris à ce stade-là. Il faudrait un élément un petit peu inconnu à ce stade, pour l'instant, on n'y est pas. Donc c'est juste qu'à un moment donné ou à un autre, évidemment, on soufflera et il y aura quelques prises de profit. Pour l'instant, on n'en a pas la symbolique, peut-être un petit peu la séance d'aujourd'hui, voilà, qui finit en mèche haute, mais c'est pas non plus très méchant. Pour moi, c'est vraiment le premier niveau, c'est les 6820, 6830 points. Ce qui nous intéresse également, donc, c'est le pétrole, le Brent. Donc, on le voit qui lui aussi est dans une construction consolidation. Alors lui aussi, pas lui aussi, le CAC 40 n'y est pas, mais voilà typiquement ce que l'on peut, entre guillemets, redouter, c'est-à-dire tout en étant toujours dans une tendance haussière de fond, vous pouvez avoir, vous le voyez, un accès de volatilité. Et là, en l'occurrence, ça a été quasiment 10 $ de baisse qui se sont faits en quelques séances. Vous avez le retour de l'élastique dans le même sens, et puis ainsi de suite, la sinusoïdale, vous voyez, ce que je vous ai expliqué, qui se met en place. Et donc là, l'idée, c'est de dire en règle générale, ben voilà, on peut tracer un triangle symétrique ou un biseau descendant, on ne sait pas encore quelle figure sera privilégiée, mais l'idée, c'est de se dire, ben, tant qu'on est à l'intérieur de ces figures-là, c'est plutôt neutre, et on attend soit de recasser par le haut, et on redéclenche un signal acheteur, soit de casser par le bas, et on va corriger un petit peu plus profondément, notamment vers la zone des 62 $. Tout cela ne remet pas en cause la tendance de fond, c'est des mouvements de court terme, du zigzag, de court terme, de moyen terme, qui est tout à fait normal et auquel je pense qu'il faut s'attendre après des hausses et un run aussi puissant. On va tendre vers une normalisation. C'est juste derrière une question de timing. Et donc cette normalisation, le risque, hein, c'est pas qu'on retourne le marché comme une crêpe, comme je vous le dis, ça, à moins d'avoir un Covid, à moins d'avoir une météorite qui vous tombe sur le coin de la figure, etc., le marché se retourne rarement du jour au lendemain. Il y a des mouvements de sinusoïdal, il y a de la construction, et c'est quand on casse ces constructions par le bas que là, en effet, on commence à déclencher des signaux vendeurs. Mais le risque premier, c'est la volatilité, c'est-à-dire quand on va lâcher l'élastique, c'est le premier mouvement de volatilité. C'est ça qui peut éventuellement arriver, et donc c'est de ça dont il faut éventuellement se prémunir, c'est-à-dire que quand ça arrive, il faut l'avoir imprimé au moins dans un coin de sa tête, soit s'en être couvert, soit s'en être couvert par être sur les marchés ou avoir des stops ou être préparé d'une certaine manière à pouvoir réagir et être réactif le jour où ça arrivera. C'est essentiellement donc de prévention. On peut regarder le Nasdaq. Alors le Nasdaq, lui, il est un petit peu plus timoré, mais bon, c'est pas non plus, c'est une grosse hausse, on le voit. On a commencé un petit peu à hésiter, mais c'est vraiment à très court terme. On est en train là de remonter, mais potentiellement c'est un pullback. Bref, pour continuer d'aller vers de nouveaux records, c'est-à-dire vers les 15 300, 15 400 points, ben, vous le voyez, il faudra réussir à casser les 15 200, 220 points. A contrario, on sera un petit peu plus prudent si on cassait cet oblique ici par le bas. Alors un petit peu plus prudent à court terme, puisqu'on reviendrait certainement tester cette zone des 4700 points en guise de soutien. Et donc, on commencerait peut-être un processus de consolidation. Tout cela est très lié, bien entendu, au dollar, tout cela est lié au taux, vous le savez, on n'arrête pas d'en parler. Un coup, on a peur de l'inflation, un coup, on a peur de la désinflation, et puis c'est toujours la même chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde l'obligataire. Ici c'est l'obligataire 10 ans, donc ça veut dire si les obligations montent, ça veut dire que les taux se détendent, qu'ils baissent. Si les obligations baissent, ça veut dire que les taux se tendent, ça veut dire qu'ils montent. L'idée pour l'instant, c'est que malgré tout ce qu'on a craché sur la Fed, tout ce que les soi-disant experts ont craché sur la Fed, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, la Fed, elle a raison. C'est-à-dire qu'elle avait parlé de l'inflation, elle avait parlé de pic inflationniste, elle avait parlé de pic inflationniste temporaire, on avait joué un petit peu sur les mots, de dire attention de ne pas croire que quand on parle de temporaire, ça veut dire que derrière l'inflation va complètement disparaître, ça veut dire qu'elle va se réduire, elle va se normaliser, de la même manière qu'une fois qu'on aura passé les pics de croissance économique, également, on va tendre vers une croissance plus normalisée. C'est normal, donc ça veut dire qu'on continue la hausse, donc il continue d'avoir un monde inflationniste, on continue d'avoir de l'inflation, mais une hausse plus linéaire et moins exponentielle, ce qu'on a connu par l'effet de déficit
parce qu'il faut le temps de réouvrir les usines, le temps de réouvrir tout un tas de mines, voilà, faire attention, vous avez des pics, tout le monde qui essaye d'anticiper, etc. Bref, vous avez toute la demande qui se condense au même moment et l'offre qui ne peut pas répondre. C'est tout ce qui est donc pénurie et compagnie. Bien entendu, si les pénuries durent trop longtemps, eh ben, il y a certains business qui en profitent puisqu'il y a la montée des matières premières et donc ils les répercutent sur leur client final. Par contre, vous avez aussi une problématique de coûts. Et donc, si les coûts augmentent, pour certaines entreprises, elles ne peuvent pas le répercuter tout de suite ou pas du tout sur leur client final. Et donc, ça va finir par un petit peu grignoter les marges. Et donc, ça, c'est un élément sur lequel il faut faire attention. C'est-à-dire que quand on parle inflation, remontée des prix des matières premières, etc., au début, ça va. On parle plutôt de croissance économique. On voit les carnets de commandes se remplir. Mais après, quand on commence à sortir du cadre des contrats qui avaient été déjà signés, etc., c'est là où, si les matières premières continuent, même si elles connaissent une désinflation, comme on l'a déjà vu, ça reste des prix qui sont quand même élevés et donc qui vont, à un moment donné ou à un autre, impacter négativement les marges de certaines sociétés. Donc ça aussi, c'est à continuer de regarder, mais comme je vous le dis souvent, quand on regarde le prisme macroéconomique, il faut bien comprendre le macro, c'est-à-dire on est large, mais on est également sur un horizon de temps large. Et donc on a des mouvements intermédiaires, mais c'est des choses qui prennent du temps. Donc il ne faut pas essayer de commenter les mouvements qu'il peut y avoir au jour le jour en disant un coup le scénario inflationniste, un coup le scénario désinflationniste, un coup même peut-être on reparlera déflation à un moment donné, hein, il ne faut pas l'oublier non plus. On reste structurellement dans un marché déflationniste, pardon, plutôt. Donc c'est ça aussi, tous ces genres d'éléments-là qu'il faut continuer de prendre en compte et éviter d'avoir la tête du guidon, et on fera un rappel là-dessus. Donc au niveau des taux, moi je serais tenté de dire qu'il n'y a pas d'histoire. Hein. En gros, vous le voyez, entre les 115 et les 118, c'est quelque chose qui est en train de construire également. Si on casse ici par le haut, si on venait à casser ici par le haut, au-delà de la désinflation, on recommencerait à parler de déflation. Alors, il faudrait le voir vers à moitié vide, vers à moitié plein, c'est-à-dire déflation, les gens vont se dire, bah, chouette, ça veut dire que les taux continuent de baisser. Donc ça veut dire que mes valorisations technologiques ne sont pas survalorisées dans un monde où mes taux de demain sont plus bas, donc l'argent que je peux faire demain, c'est plus intéressant, je le valorise plus, et donc mes valeurs technologiques ne sont pas survalorisées. Et là, mais par contre, déflation, ça veut dire avec tout ce qu'on a injecté, on re-rentre et on rejoue à se faire peur avec de la déflation, ça veut dire également avec une croissance molle. Donc on re-rentre à se dire l'économie est incapable de se soutenir d'elle-même et ça peut gripper également la machine. Toujours est-il, alors après on part en scénario à la japonaise, hein, et le moderne théorie, policy, tout ça et compagnie. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que les gouvernements vont apprécier, puisque dans un monde où on est très endetté, même si vous avez de la déflation, etc., votre dette, au fur et à mesure, vous coûte de plus en plus cher. Ce que l'on veut, c'est un petit peu d'inflation qui va venir grignoter un petit peu la dette au fur et à mesure. Donc c'est pas quelque chose, voilà, la déflation pour moi c'est jamais durable parce que en fait c'est jamais souhaitable par les gouvernements et les banques centrales. Donc ils font tout pour essayer de l'éviter. Après, on a le scénario du Japon qui démontre que c'est un petit peu plus compliqué que cela. Donc, par contre, si on casse par le bas, vous le voyez, cette zone des 116, 115, là, à nouveau, on va recommencer à parler inflation, on va commencer à parler remontée des taux, ça ne sera pas encore rédhibitoire, etc., mais ça recommencera un petit peu à faire la une et on recommencera à plébisciter plutôt donc cette inflation, oui, mais inflation plus linéaire, c'est-à-dire inflation qui augmente, mais qui augmente en rythme moins important que le pic soudain qu'on a connu pour cause de réouverture, etc. Voilà. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour celles et ceux qui n'avaient pas vu éventuellement les différentes vidéos, et pour les autres éventuellement un rappel. Donc du coup, comme je vous le dis, il faut éviter de regarder au jour le jour et de casser les scénarios. Quand on regarde l'or, on voit bien
qu'on a eu des positions qui se sont déliées et donc on a cassé les supports. De toute manière, on avait quand même dégradé pas mal la tendance auparavant. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la tendance de fond reste haussière, donc votre scénario macro reste haussier, mais pour autant, à l'intérieur de ce scénario macro haussier, vous avez, il faut que je fasse attention de bien dire macro et pas macro à terme, pas faire un lapsus, mais l'idée, voilà, c'est au niveau de l'or, on va continuer de construire. Donc vous voyez, ça fait une année qu'on fait rien. Et ça fait une année que le consensus est super haussier et que tous les gourous vous expliquent qu'il faut acheter de l'or, qu'il faut acheter de l'argent, évidemment, parce que le monde court à sa perte avec les montagnes des dettes, etc. Potentiellement, ils ont raison à terme. Et tout est une question de timing. Et là, la problématique, quand on est macro, c'est qu'il faut avoir le profil, l'horizon de placement adapté pour pouvoir jouer ces trends-là macro en acceptant que vous pouvez avoir à moyen terme une volatilité assez importante. Donc au niveau de l'or, pour moi, c'est neutre de chez neutre. Tant que vous ne repassez pas au-dessus des 1830 $, on ne se remet pas dans des dispositions pour retourner la tendance à la hausse. Pour autant, voilà, on reste dans une tendance de fond haussière, donc c'est-à-dire que chaque dip que l'on a, éventuellement, continue d'être acheté, en tout cas pour des rebonds. Donc là, on reste en mode rebond technique à ce stade-là, ça reste dégradé, mais sinon, on a, si on devenait à relancer un petit peu la baisse, on a un gros support sur la zone des 1670 $. Au niveau de l'argent, c'est la même idée, on avait une belle configuration, vous voyez, dans ce triangle ascendant, qu'on a fini par casser par le bas. On fait une grosse mèche en fait sur le support des 22 $. On est en train de tenter maintenant le rebond technique, éventuellement sur l'ancien support oblique, mais en gros on a cassé la dynamique. On a cassé cette dynamique-là, alors on reste haussier à long terme, mais on a cassé la dynamique moyen terme. Donc maintenant il va falloir reconstruire. Et tout ça, ça peut prendre éventuellement du temps encore, à moins que voilà, on se fasse peur à nouveau avec l'inflation de manière très subite, mais pour l'instant on ne le voit pas encore venir. Mais globalement, voilà un petit peu une tendance qui s'est déliée et en gros qui redevient très neutre à moyen terme. Donc après, c'est une question de savoir si on continue de bloquer le capital ou pas. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, et donc du coup, l'euro-dollar, on a à peu près le même scénario, c'est-à-dire qu'on n'était pas loin ici, vous voyez, de casser, en cassant cette zone des 1,23, 1,24, de parler réellement de scénario de baisse durable du dollar et de faiblesse du dollar. Il n'en a rien été. On a recassé par le bas ici. Donc c'est très souvent, hein, quand le consensus, le marché se fait un malin plaisir à retourner le consensus comme une crêpe. Lui, par contre, on le retourne assez facilement comme une crêpe. Et donc du coup, vous le voyez, on est là aussi en train de construire un range. Donc entre les 1,16 et les 1,23, c'est du no man's land. Il ne se passe rien, c'est neutre. À ce stade-là, et il faudra attendre. Soit on recasse par le bas, et à ce moment-là, le dollar continue de rester fort, et c'est plutôt un plébiscite intéressant pour les valeurs américaines, c'est-à-dire qu'on va continuer d'investir sur les valeurs américaines, comme on avait pu le faire jusqu'en 2017 dans un premier temps, et puis sur la seconde partie, entre fin 2018 et le Covid également, c'était la même chose. Et puis depuis la fin d'année 2020, on est revenu sur l'Europe, parce qu'on est revenu value, etc. Et en plus, on realloue les capitaux domestiques, puisque le dollar baisse, et donc on est également impacté à force d'avoir passé énormément d'années à suivre le momentum et à surpondérer les valeurs américaines. Donc là, je dirais, c'est assez neutre également. Et ça sera très important de savoir comment on va casser, parce que la prochaine tendance que l'on donnera justement à l'euro-dollar, hein, et moi je pars du principe que d'un point de vue macro, on reste dans une tendance baissière pour le dollar tant qu'on ne repasse pas en dessous des 1,14. Entre les 1,14 et les 1,24, vous voyez, vous avez 10 cents, vous pouvez faire du zigzag et ça peut durer des mois, des années éventuellement avant qu'on ait réellement une cassure pour initier un scénario macroéconomique que l'on a. Donc vous voyez bien que la plupart des investisseurs n'ont pas des années devant eux éventuellement à attendre et à anticiper des positions et à attendre derrière que ça veuille bien se mettre en place. Donc c'est pour ça que moi mon but c'est voilà, c'est de faire des scénarios, de jouer des scénarios, d'avoir des listes de prêts, etc. Mais d'être réactif et d'être plus en mode moyen terme et de jouer en fait les mouvements intermédiaires. C'est plus ça qui va m'intéresser. Et ensuite on acte au fur et à mesure les scénarios macro.
Et quand ça part, quand le marché décide de se lancer, eh ben on est beaucoup plus agressif dans le positionnement envers le scénario. Donc là aussi, voilà, de manière très neutre. Et au niveau des matières premières agricoles, on peut regarder le blé. Alors là, vous regardez, la volatilité est très très forte, mais là aussi, vous voyez, ce que je trouve très intéressant, c'est une tendance baissière de fond avant que l'on ait le Covid, le retournement qui se met en place au fur et à mesure, une poussée haussière, donc hop, le pic inflationniste, on a peur, etc. La désinflation, et là, vous voyez, c'est pas linéaire, hein. Là, ça remonte également en ligne droite. Bon, il faut dire qu'il y a eu pas mal d'intempéries, ce genre de choses, etc. Donc, le blé qui est en train, vous le voyez, de revenir sur ses précédents sommets. Et donc là, évidemment, c'est toujours le retournement haussier qui est acté. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous pouvez avoir énormément de volatilité, mais vous voyez, quand vous avez cet avis macro, ça vous évite de vous faire complètement balader. Quand on a une vue macro, la première problématique, c'est que si on a la tête trop dans le guidon, on se fait complètement balader par les mouvements court terme et on est constamment en train de douter de son analyse macro. Par contre, le bon côté des choses, c'est que quand on a une vue macro, également, et qu'on a la discipline, et donc on n'a pas des tailles de position trop importantes, etc., pour nous faire peur sur nos scénarios, on est capable de résister beaucoup plus à des mouvements volatiles, parce qu'on les intègre dans nos mouvements macro, ça fait partie des mouvements intermédiaires, des poupées russes, entre guillemets, et sans remettre en cause la tendance de fond. Donc il faut prendre suffisamment de recul, regarder des unités de temps hebdomadaires, voire mensuelles, quand on est sur ce genre de scénario-là. Donc là, au niveau du blé, on continue d'acter le retournement haussier du blé, des matières premières agricoles, d'une manière générale. Donc on voit que quand on parle inflation temporaire, c'est pas comme ça. Il faut parler d'inflation transitoire, et on voit de toute façon le mot est de plus en plus utilisé maintenant, donc c'est plus appréciable, puisqu'on sent bien que la communication est super importante, parce que un des défis des banques centrales, et notamment de la Fed, finalement, ça va être de ne pas faire perdre la confiance que le marché leur alloue depuis 2012. Et ça, pour moi, c'est l'épée de Damoclès. Et c'est ça le plus important dans les mois à venir. Et c'est pour ça que la communication est si importante. C'est justement de ne pas faire perdre confiance aux opérateurs dans ce que peut dire la Fed et de continuer à la voir comme sacro-sainte dans justement ce qu'elle peut dire. Et pour l'instant, force est de constater qu'il ne se plante pas quand même. Donc pourvu que ça dure, d'un point de vue investisseur, évidemment, il faut plutôt éviter que le marché se mette en mode panique à penser qu'il n'y a plus de chevalier blanc. Et ça, il n'y a rien de pire, parce qu'il n'y a plus de sol sous vos pieds. Donc au niveau du blé, mais on le voit, donc cette inflation n'est pas temporaire, cette inflation est durable. Elle est durable, c'est très certainement dans le temps, on le voit de par les matières premières, et donc il faut faire attention, ça va finir par impacter bien entendu les marges des sociétés, ça fait partie de ces épées de Damoclès, mais il faudra voir quand est-ce que le marché juge utile de le jouer, et si c'est réellement une problématique, si c'est réellement durable, tout est une question de temps. Si ça ne dure pas longtemps, les entreprises sont capables certainement de le résorber. Au contraire, si ça commence à durer 6 mois, encore 6 mois de plus, je pense qu'on commencera à en voir les premiers impacts. Et ce que l'on voit déjà aussi, c'est quand même des sociétés qui publient des résultats records, mais qui restent prudentes. Ça prouve bien que la visibilité quand même est quand même pleine de doutes. Donc on a au niveau du consommateur, au niveau des opérateurs de marché, etc., on a quand même beaucoup de positivisme. On voit que le moral est au beau fixe, voire au maximum, mais on voit également qu'il y a ce petit doute, ce petit manque de visibilité qui fait qu'on est quand même prudent maintenant sur la suite, peut-être en se disant que le meilleur des mondes est passé et que maintenant on rentre dans la normalisation et donc il va falloir voir un petit peu au cas par cas. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur les indices. Au niveau des différentes valeurs, on peut regarder quelques valeurs que j'ai présélectionnées pour vous. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez du marché, comment vous voyez la suite, quelles sont les valeurs que vous plébiscitez, quelles sont les valeurs éventuellement que vous voudriez que j'analyse
les prochaines semaines. Vous votez, quand vous voyez une valeur que vous trouvez intéressante, que vous voulez que j'analyse et qui a été proposée par quelqu'un d'autre, vous mettez un pouce en l'air à son commentaire. De cette manière-là, je récupère celles qui ont le plus de pouces en l'air pour pouvoir les rajouter à la liste. On va reprendre ce qu'on avait mis en place déjà il y a quelques mois. Au niveau de Acacia Pharma, ça reste une biotech, donc ça reste spéculatif. Ce que l'on peut éventuellement observer, on le voit, c'est la congestion qui est en train de se mettre en place ici. Et ce qui sera le plus intéressant pour moi, c'est la capacité de Acacia de revenir au-dessus des 2,40 € à 2,45 €. Et à partir de ce moment-là, on commencera éventuellement à jouer un retournement. Donc il y a encore du boulot, mais je serais tenté de dire que voilà, au-dessus des 2,10 €, ça se regarde. Au niveau d'ADP, ça continue de construire. On voit que ça, j'avais cette oblique ici, mais c'est pas forcément très probant pour le marché. Il a l'air plutôt d'apprécier une autre oblique. Ce qui va nous intéresser maintenant, avant de parler de relance sur ADP, ça sera de revenir au-dessus des 108 €. Agrogénération, qui est liée au blé, donc, qui est en train, vous le voyez, de pas mal pousser, de pas mal spéculer. Alors ça reste une toute petite valeur, ça reste spéculatif, bien entendu. Vous avez éventuellement dorénavant la zone des 15 centimes 50 qui devient support, et une congestion qui est en train de se mettre en place. Et en cas de cassure par le haut, on peut estimer que ces volumes qu'on avait vus sur le premier pic devraient également revenir pour jouer le second effet qui se coule de l'inflation des matières premières. En l'occurrence ici agricole. Au niveau d'Air France, c'est en train de congestionner. Si on veut vraiment jouer un retournement, vous le voyez, il faudra casser cette zone des 4,20 €, auquel cas on pourra aller chercher les 4,40 € et puis cette zone ici. Le trafic aérien est en train de revenir à ses niveaux pré-Covid, mais est-ce suffisant réellement? On voit qu'avant de pouvoir parler de retournement haussier durable sur Air France, il y a encore beaucoup de boulot. Donc là, on parle juste de la partie rebond qui pourrait se déclencher sur des passements des 4,20 €. Amazon, voilà, ça c'est ce que l'on voit sur Amazon. Si on commence à le voir sur pas mal de grosses valeurs, c'est là où il faut vous dire, bon, ça commence à être des signaux d'un petit peu plus de prudence. Donc là, pour moi, c'est un signal de prudence. Pourquoi c'est un signal de prudence? En cela, le premier step, c'est le gap baissier. Donc, on déçoit le marché pour une raison X ou Y. Mais surtout, pour moi, ce qui m'importe le plus, c'est qu'il n'y a pas de rebond. C'est que vous voyez, le rebond est vraiment pouillemesque. Ça n'a pas été vu comme une opportunité d'achat. Sinon, on aurait quasiment refermé au moins au minimum le gap, etc. Là, on aurait prouvé qu'il y a quand même pas mal d'acheteurs. Donc là, voilà, c'est une tendance qui reste encore haussière, bien entendu, mais pour moi, c'est le symbole, c'est un signe de faiblesse. Maintenant, les indices tiennent encore très bien, parce que, mis à part Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, enfin les gros de la cote qui font les gros de pondération, eux, ils vont encore très bien, ils sont sur leur plus haut. Mais c'est en gros ce qu'il faut identifier. Si vous commencez sur les GAFAM à avoir ce genre de gap et ce genre de cassure de figure par le bas, c'est des signaux de faiblesse. Et comme on sait que les GAFAM représentent maintenant une grosse pondération des indices, le risque, c'est qu'on commence à avoir de la volatilité sur les GAFAM, et parce qu'elles sont surpondérées dans les indices, ça vous donne une volatilité sur les indices. Et donc, il va falloir, à un moment donné ou à un autre, s'adapter à voir des fluctuations de 1, 2, 3, 4% sur les indices à nouveau, alors qu'on a été déshabitué à ça. Et même sur le CAC 40, quand on voit la pondération du luxe, quand on voit également les hausses exponentielles sur le luxe, etc., et à un moment donné ou à un autre, vous aurez des fluctuations de 4 ou 5% sur une séance, et donc l'indice, évidemment, qui est surpondéré en valeur du luxe, aura lui aussi des fluctuations assez importantes. Donc du coup, on rentre vraiment dans ce monde, je vous ai dit, où le risque, pas le retournement baissier, c'est de ne pas être suffisamment prêt à un retour de la volatilité, et donc à du zigzag. C'est ça vraiment qui sera important pour moi, et les investisseurs qui vont vraiment tirer leur épingle du jeu sur cette seconde partie de l'année, c'est des investisseurs qui sont capables de gérer cette volatilité et pas de paniquer, c'est-à-dire c'est des investisseurs qui, sans l'avoir anticipé nécessairement dans leur prise de position, l'anticipent dans leur cerveau, l'anticipent dans leur plan, et donc seront capables d'être réactifs quand d'autres paniqueront. Au niveau d'Apple, donc pour moi, vous êtes toujours dans le triangle. Et on n'est pas loin du break haussier, donc il ne faut pas tuer les acheteurs, bien entendu. C'est haussier point barre, là aussi. La seule truc, c'est que voilà, si on n'est pas loin du break et qu'on commence à casser par le bas, à repasser sous les 140 $ et a fortiori sous les 137, c'est là, en l'occurrence, où on parlera de faiblesse. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Au niveau de artmarket.com, c'est spéculatif toujours comme titre, mais on a eu des gros volumes. Des volumes importants, et on a un pullback. Donc pour celles et ceux qui veulent jouer éventuellement un second effet qui se coule
avec un retournement à la clé, pourquoi pas. On est sur un niveau qui est assez intéressant, mais ça reste un petit titre, malgré le pic de volume qu'il y a eu. Ça a duré une journée. Atos, donc OPA, pas OPA, c'est toujours la même chose. Hein. Quand Atos était, je ne sais plus, à 60 € et des poussières, ça parlait déjà OPA. Donc évidemment à 40 € ça parle encore plus OPA. Et le jour où ça baisse à 30 €, ben encore plus. Donc c'est pas parce que ça parle OPA que ça ne peut pas baisser encore plus. Donc n'oubliez pas ça. L'idée, évidemment, c'est que moi je le joue, alors chacun le joue comme il voudra, moi je le joue en deux parties. J'ai une position entre guillemets long terme qui, elle, est là pour jouer, acheter un prix bas, acheter un rendement qui protège un petit peu et acheter donc ce côté asymétrique avec une OPA qui pourrait être faite. 60 € pour moi, ce serait le minimum syndical. Surtout ce qui m'intéresse sur Atos, contrairement à d'autres OPA qu'il y a pu avoir sur un paquet de dossiers ou d'OPR, c'est que très souvent sur ces dossiers en OPR ou en OPA, c'était pas de... il n'y avait pas de contre-offre vraiment possible. Là, sur Atos, il y a beaucoup d'intervenants qui sont intéressés par Atos. On reste dans un monde où il y a une fenêtre de tir parce que les taux sont bas, parce que les liquidités sont abondantes. Donc on peut surenchérir, on peut faire des offres assez importantes. Et on l'a vu, hein, il y a beaucoup de groupes qui se sont fait racheter pour plus 50, plus 60, plus 100% même par rapport à leur dernier prix connu. Donc on voit quand même que voilà, il y a du pognon, même si en effet on peut se dire que certains groupes étaient sous-valorisés. Toujours est-il que il y a de l'argent pour faire ça, il y a une fenêtre de tir, et au moment où justement où on arrive dans une période où on reparle d'une inflation, mais quelque chose de plus linéaire, mais donc à un moment donné un tapering éventuel qui arriverait, même si on devait avoir un tapering des banques centrales, ça serait pas très fort, pas très rapide. Donc le marché, de toute façon, c'est simple. Hein. Le marché, pour éviter de jouer à se faire peur, il va falloir faire les choses lentement. Ce que le marché va détester, c'est les mouvements subis. Ça, si c'est trop rapide, si c'est trop fort, trop rapide, ça, le marché va détester. Par contre, si on le prépare lentement et qu'on fait les choses au fur et à mesure, ça, voilà, ça peut se passer un peu plus tranquillement. Donc pour Atos, voilà, l'idée, c'est une position long terme pour jouer l'OPA. Si elle devait advenir, moi j'attends juste qu'il y en ait un qui tire. Je ne vendrai pas à la première proposition, sauf si elle est vraiment à 80 €, mais j'attendrai une surenchère. Je partirai du principe que ça poussera les autres à se positionner également, et qu'on devrait, ça fait partie des titres où pour moi il y a des titres où je vends tout de suite, parce que je ne pense pas qu'il y a de surenchère possible, ou que ça ne vaut pas le coup, que la surenchère ne sera pas si importante que ça, et donc ça ne vaut pas le coup de bloquer le capital. Et là, pour Atos, pour moi, ça vaudra le coup de bloquer le capital et d'attendre un petit peu plus, peut-être pour une surenchère. Bien entendu, ça peut être l'Arlésienne, hein, pour celles et ceux qui sont en bourse depuis longtemps. Accor était OPable pendant 10 ans, et puis il n'y a jamais eu d'OPA. Donc c'était... Donc voilà un petit peu l'idée. Donc c'est pour ça qu'il y a une position long terme et il y a une position court terme qui est là pour faire les allers-retours, pour jouer la volatilité et pour engranger et sécuriser des profits. Ça permet à la position long terme aussi mentalement de se dire je conserve, et si je dois sortir à zéro, bah tant pis, je l'aurais joué, je l'aurais tenté et je serais sorti à zéro, mais j'aurais fait quelques allers-retours éventuellement gagnants sur ma position court terme qui m'auront permis au moins de ne pas perdre mon temps. Au niveau de bio UV, ça aussi, ça se regarde à un moment donné, alors toujours dans une longue construction. Et ce qui peut nous intéresser, voilà, c'est qu'à court terme, éventuellement sur un dépassement des 5,80 €, on peut se remettre dans des dispositions assez intéressantes pour breaker par le haut. Au niveau de Boiron, là, on a déjà breaké. On est en train de faire une petite consolidation à plat. C'est rien de bien méchant à ce stade-là, c'est toujours positif. Et donc éventuellement la cassure des 44 € qui ouvrirait la prochaine poussée, je dirais, vers la zone des 46 €. On peut rester positif hein, tant qu'on tiendra la zone des 40 €. Carrefour également a pas mal relancé, c'est très positif, on est en train de revenir sur cette zone de résistance ici au niveau des 17,50 €. Ça reste globalement positif là aussi, je n'ai pas grand chose à dire. CGDIM aussi, c'est très positif. On était donc sorti de la figure, on fait le pullback sur l'ancienne oblique, on est en train de relancer. Les volumes se sont pas mal épaissis, donc pour moi c'est positif, hein, on est dans un retournement qui est acté. Serinov, c'est un plus petit titre, ça reste spéculatif.
Alors il y a pas mal de mèches, etc. Donc c'est un petit peu compliqué de tracer l'oblique, mais je vais la tracer comme ça. Pour moi, le break est fait. Ça a été accompagné de volume. Il reste une horizontale. Hein. Pour lâcher les chevaux, il faudrait casser cette horizontale des 1,80 €, mais le retournement de moyen terme reste acté. Pour CGG, par contre, c'est une tendance baissière. On est en mode rebond technique. Rebond technique pour moi qui aura fort à faire pour revenir au-dessus des 67-68 centimes d'euros. Et à ce moment-là, on pourra ouvrir peut-être la voie à un retour vers les 80 centimes d'euros. Mais bon, il peut y avoir encore pas mal de boulot, donc c'est encore pas mal anticipé. Claranova, je me suis fait balader comme un malpropre là-dessus. Mais bon, je l'aurais tenté, mais contrairement, alors c'était finalement ici, les résultats avaient été achetés, c'était une fois. C'était une fois depuis ad vitam aeternam que les résultats étaient achetés, mais finalement, on est retombé dans ce qu'on sait faire chez Claranova, c'est-à-dire vendre les résultats, mais pour autant, ça a été quand même un petit peu vu comme une opportunité, mais on est revenu en fait chercher l'ancienne résistance qu'on avait cassée ici, et on s'en est resservi comme résistance. Donc tant qu'on ne repassera pas au-dessus de ces 7,50 €, on ne se remettra pas à nouveau dans des bonnes dispositions. Donc ça reste bémol, moyen, moins. Voilà, pas terrible. Pas terrible, donc, et c'est 7,50 € à redépasser. Crédit Agricole, ça reste plutôt positif, au-dessus des 11,80 €, 11,60 €. On est en train de rechercher un petit peu les plus hauts. Si les bancaires commencent à casser par le haut, le marché va rejouer le scénario inflationniste. Et les bancaires, même si elles ne surpondèrent pas autant qu'elles surpondéraient sur le CAC 40, ça sera toujours un catalyseur supplémentaire. DBV Technologies, c'est spéculatif, c'est baissier, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce qui m'intéresserait éventuellement, voilà, c'est, vous voyez, de revenir sur des niveaux-là et de voir un petit peu comment va réagir le marché. Alors on peut le voir de différentes manières quand même. Hein. Alors j'ai dit c'est baissier, c'est un petit peu vite dit, c'est baissier court terme. Je vais virer ça. Mais pour moi, ça reste une valeur à se garder sous le coude quand même, surtout hein, le jour où elle casse par le haut. Alors la problématique, c'est que ça peut se faire sur news, et donc si on n'y est pas, il y a la news, ben, en règle générale, c'est un petit peu trop tard, enfin ça dépend comment ça ouvre, mais voilà, c'est l'idée. En tout cas, à se garder sous le coude, parce que ça congestionne plutôt pas mal, et ça devrait se décider d'ici la rentrée. Égide également, c'est en train de construire, on va garder plutôt ça, et on va nettoyer le reste. Voilà, donc construction très certainement d'une configuration de congestion, vous le voyez, donc pour relancer les 1,50 € à casser par le haut, et à contrario sous les 1,30, ça serait cette zone-là des 1,23 qui serait importante de conserver. Sinon en attendant, c'est de la construction intermédiaire. NJ, même chose, on revient un petit peu en mode rebond ici, une congestion qui se met en place, donc il va falloir repasser les 12 €, 12,10 €, 12,30 €. Et là, on reparlera de cassure haussière de NJ. Et EDF, c'est pareil. Donc, c'est les deux mastodontes qui n'ont rien fait pendant des années et sur lesquels on a cassé beaucoup de sucre. Je pars du principe qu'il faut quand même les garder encore à l'œil, puisque non seulement ils offrent du rendement, mais ils offrent une tendance en amélioration. Eramé est en train de tout casser par le haut en mode exponentiel avec des gros volumes. C'est positif, point barre, depuis la cassure des 70 € et même des 58 € à l'époque, on en avait déjà parlé. Eramé, donc on a eu une poussée spéculative, on a une conso qui se met en place, on est en train de valider une zone de support pour l'instant aux alentours des 4,80, on a une zone de résistance. Bref, il faudra réussir à recasser par le haut pour relancer Schmelbic. Euronav, malheureusement, la tendance a été bien dégradée en amont des résultats et les résultats sont venus valider cela. Donc on continue, on a dégradé sous cette oblique ici, on continue de dégrader. Éventuellement, j'ai ce niveau, il y a un niveau de soutien ici, vous voyez, sur les 6,37 €, 38. Sinon, après, il faudra commencer à travailler des obliques. Mais bon, la tendance s'est retournée à la baisse pour l'instant. À long terme, c'est pas un mauvais titre, c'est un titre à mon avis qu'il faut se garder sous le coude. Mais pour l'instant, à court terme, la tendance est dégradée. EuropaCorp, là par contre, c'est le contraire. La tendance à long terme est dégradée, mais à court terme, ça s'est nettement amélioré. Donc on a une zone d'accumulation qui est en train de se mettre en place ici. Et sur la cassure des 82-83 centimes d'euros, vous pouvez avoir une poussée spéculative qui se met en place. Genoway, même chose. Sur des passements des 4 €, 4,20 €, on peut avoir une poussée spéculative. Ça fait longtemps que l'on attend, donc on verra si ça fait effet bouchon de champagne. Au niveau de l'or, au niveau des minières or, je prends l'exemple de Harmony Gold,
il n'y a pas eu de secret, mais globalement, vous le voyez, la dégradation ne date pas d'hier, hein. Ça fait une année qu'on hésite, on oscille, etc. Alors on avait cru à un petit quelque chose ici, hein. Moi le premier, c'est ce que j'avais joué, ce mouvement, mais qui était un mouvement donc intermédiaire. Par contre, ce qui va nous intéresser maintenant, voilà, c'est cette oblique ici, qui a l'air d'être une bonne oblique support, qui a l'air de bien tenir, et maintenant de voir comment on va congestionner. Et derrière, il faudra voir si on arrive à sortir par le haut. Là, on recommencera à jouer les minières, l'or à moyen terme, et de jouer un retournement. Et donc certainement un marché qui recommence à jouer l'inflation. Au niveau de LDC, ça c'est pour jouer l'inflation sur notamment les matières premières agricoles, mais le côté viande. Donc en l'occurrence, on voit que la configuration s'est nettement améliorée déjà depuis quelques semaines, qu'on est dans une congestion intermédiaire et que la cassure à la hausse de celle-ci devrait déclencher le retournement aussi. LDC, c'est un titre qui est vendu par le consensus comme sous-valorisé depuis 2-3 ans et qui n'a rien fait, vous le voyez, depuis. Hein. Donc c'est pas parce que c'est sous-valorisé que c'est nécessairement intéressant. Il y a l'aspect timing à prendre en ligne de compte. En tout cas là, d'un point de vue timing, d'un point de vue configuration, c'est plutôt propre, tant qu'on ne casse pas par le bas, bien entendu. LVMH, donc, c'est la hausse exponentielle, je n'ai pas plus à dire que ça. La problématique, c'est qu'à un moment donné, vous aurez un petit peu plus de volatilité, hein, il faut s'y attendre, mais sinon, la tendance est haussière, on peut commencer à tracer quelques obliques et à se dire que, grosso modo, tant qu'on ne repassera pas sous les 600, alors vous avez les 600 € et les 635 € à moyen terme, il n'y a pas de retournement de la tendance à la baisse. À plus court terme, ce que l'on va estimer, c'est voilà, cette zone des 690 € comme support. Et si on les casse à la baisse, là, on commencera à parler d'une petite faiblesse et on verra, et on parlera d'une construction intermédiaire. Mais là, ce qu'il faut vous dire, c'est que quand même, je pense qu'on n'est plus trop loin des tops, au moins pour des reprises de souffle, et on verra derrière comment ces reprises de souffle se font pour acter. Mais pour moi, là, on arrive un petit peu dans la valorisation du meilleur des mondes. Je me mouille un petit peu là-dessus, mais c'est mon idée. Même si c'est anticipé par rapport à aucun signal graphique, bien entendu. Morel et Prom, il y a une bonne congestion également. On n'est pas loin de casser par le haut, malgré on voit le pétrole. Alors c'est assez intéressant ce titre, parce que quand le pétrole est monté, bon, elle a fait son effet rattrapage comme tout le monde, mais elle n'a pas vraiment performé par la suite, contrairement à d'autres valeurs pétrolières qui ont continué, elles, de performer, d'avoir des tendances bien haussières. Par contre, alors que là, c'est plutôt en train de dégrader, elle est plutôt en train de sortir la tête de l'eau. Donc, est-ce qu'on joue, je ne sais pas, l'offre de retrait je ne sais pas si l'actionnaire, je ne me suis pas trop intéressé au dossier, je ne sais pas si l'actionnaire indonésien a vocation à retirer complètement, à acheter ce qui est les minoritaires et à retirer le titre de la cote. Mais bon, en tout cas, la configuration graphique est plutôt positive. Il faudrait casser par le haut ici pour commencer à valider. Il y aura encore du boulot, bien entendu, vous le voyez, avec un dépassement de ces 2,10 €. Mota-Hengil, là aussi, ça avait pas mal dégradé. On fait un bon rebond ici, mais qui revient peu ou prou, hein. On verra, il peut encore avoir un petit peu de potentiel, mais on revient peu ou prou en fait sur les résistances. Donc voilà, je reste pour l'instant, c'est le genre de titre que je me garde sous le coude, un petit peu comme Euronav à long terme. C'est des titres que j'apprécie bien d'avoir dans une espèce de watchlist plutôt long terme, sur lesquels il faut revenir pour jouer des mouvements plus long terme. Mais pour l'instant, il n'y a pas le timing de court terme encore à ce stade, donc on patiente et on regarde les constructions se faire. Navia, pour l'instant, vous n'avez rien non plus, et le jour où on aura vraiment quelque chose sur Navia, ça sera la cassure de cette oblique, ça sera un premier signal. Et le deuxième signal, ça sera la capacité de revenir au-dessus de ces zones des 2,20 € à 2,60 €. Donc pas mal de boulot. Sinon, en attendant, de plus en plus, on construit ce biseau descendant. Donc c'est ça qu'il faut continuer de regarder. Au niveau de Nokia, c'est positif pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Novacid, c'est négatif, il n'y a pas grand-chose de plus à dire tant qu'on ne reviendra pas au-dessus des 3,90 €. OL Group, vous avez eu une bonne cassure de biseau ici, ça a été repéré par des élèves de l'académie, des membres de l'académie. Donc il y a une bonne... Il y a une bonne ici congestion qui s'est mise en place, la cassure par le haut, pourquoi pas donc le retournement qui peut se mettre en place. Antex Group, là aussi, c'est plutôt baissier en tendance de fond, mais ce que l'on va observer, ce qu'on doit observer pour éventuellement remettre le titre dans de meilleures conditions, c'est ce dépassement des 9,80 €. Au niveau de Orange, là aussi, c'est plutôt en train de se chercher, mais en tout cas, on a validé les supports, et donc on valide une figure, un triangle ascendant.
un premier mieux, ça serait de repasser au-dessus de la zone des 9,70 €, 9,80 €. Et là, on se remettrait dans des bonnes dispositions, et ça serait un bon titre à jouer en mode défensif. Quantum Genomics, le marché est en train d'anticiper l'éventuelle annonce qu'il y aurait lieu en fin de mois. Le marché prendra certainement des profits un petit peu avant pour ne pas prendre de risques, mais en attendant, on a cassé les diverses résistances dont on avait parlé, on a même cassé cette résistance oblique qui a servi de support, et donc on est en train de revenir sur cette résistance horizontale. Donc pour Quantum, l'idée, voilà, ça sera d'aller venir chercher les 5,70 € et de les franchir, hein, suivant si la news est bonne ou pas. Il y a un petit gap intermédiaire ici sur les 6,50 €, sinon les plus hauts éventuels, mais c'est toujours très binaire hein, avec les biotech. Au niveau de Renault, ça tente l'amélioration, mais il faudra, vous le voyez, revenir au-dessus de cette zone des 35 € pour vraiment la valider. Au niveau de Sanofi, ça reste plutôt neutre, hein, dans une espèce de range à ce stade-là, entre les 84 € et 89 €. On reste dans une tendance de fond haussière. SES n'arrive pas à se sortir, hein, de ces résistances pour l'instant. Donc tant qu'on n'arrive pas à breaker, vous le voyez, c'est 7,20 €, on n'a pas le retournement qui s'acte. Mais bon, ça continue à s'observer. Au niveau de Soitec, qu'est-ce qu'on a de plus sur Soitec? Pas grand-chose, c'est haussier point barre avec un support aux alentours des 193 €. Là aussi, hein, à un moment donné, va falloir reprendre un petit peu de souffle. Au niveau de solution 30, on est en train de congestionner à l'intérieur de cette figure, là, pam pam. Donc ça serait bien de casser par le haut, et à ce moment-là, on se réouvrirait la zone des 8,40 €, voire un peu plus de gap. Mais déjà, il faudra passer la zone des 8,10 €, 8,20 €. Et ensuite 8,40 €. Technicolor a relancé également, biseau descendant qu'on a cassé par le haut avec la résistance horizontale qui devient support, donc éventuellement le retournement qui peut s'acter à nouveau. En tout cas, on est positif sur ces scénarios au-dessus des 3 €. Technip Energy, voilà, là aussi, ça fait partie de ces bons dossiers qui sont sous-valorisés et qui ont une tendance pas terrible. Donc là, l'idée, c'est de patienter en termes de timing, éventuellement une première position. J'en ai pris à titre personnel une première position, mais j'attends d'avoir un petit peu plus de maturité sur le graphique pour éventuellement surpondérer. On a fermé ce petit gap ici, aujourd'hui, on termine quasiment au plus bas. On a éventuellement cette zone des 10,60 €, 70 € qui peut servir de soutien. Sinon, si on passe en dessous, je commencerai à privilégier plutôt une tendance en biseau descendant, vous voyez, avec une oblique qui passe vers cette zone des 10,10 €, qui collerait au plus bas, ici qu'on avait connu donc au tout début de la cotation du titre. Au niveau de Terra Nexus, c'est une tendance qui est baissière, c'est toujours en attente du deal, donc c'est très binaire également, mais on a eu une petite amélioration en mode rebond à ce stade-là qui est en train de se mettre en place. Il faudra dépasser cette zone des 8,40 €, 8,50 € pour éventuellement lâcher les chevaux, avec cette zone de gap qui pour moi serait un premier objectif, qu'on ait deal ou pas, c'est ce que je jouerai éventuellement. Et après, s'il y a deal, évidemment, c'est plutôt en mode binaire, donc on verra à ce moment-là. Au niveau de Total Energy, c'est toujours positif, ça se reconstruit plutôt bien, au-dessus des 37 €, on va rester OK. Unibail Rodamco aussi, ça se construit plutôt bien, c'est positif. On va rester positif donc au-dessus des 70 €. Et ce qui nous intéresserait maintenant, c'est un débordement des 78 et on aurait un retournement haussier qui continuerait de s'acter donc sur la suite. Donc là aussi, on voit qu'on a pas mal de valeurs. Ça va être très intéressant sur les prochaines séances, mais on voit qu'on a pas mal de valeurs, surtout cycliques, qui sont pas loin de repartir. Donc l'aspect inflationniste qui pourrait revenir sur les marchés et donc rejouer l'aspect value. L'aspect value donc, qui avait été déjoué parce que le marché avait anticipé, et plutôt bien anticipé, cet aspect de désinflation. Et maintenant, on rejoue l'aspect inflationniste parce qu'on voit que le marché, petit à petit, rejoue le scénario inflation pas temporaire, mais transitoire, et donc une inflation durable dans le temps, moins forte dans sa hausse, mais hausse quand même. Vallourec, je la garde sous les yeux, mais sinon, graphiquement parlant, pour moi, c'est dans un biseau descendant, donc je la laisse encore maturer, mais je la garde clairement sous les yeux. Et Verimatrix,
Pas grand-chose, c'est une tendance baissière, ça s'est fait bien massacrer. La seule chose qu'on peut espérer, c'est éventuellement du rebond technique, mais on le voit, ce rebond technique se fait quand même stopper assez rapidement, par 2 fois cette semaine. Donc il faudrait vraiment réussir à déborder cette zone des 1,42, 1,43 pour essayer d'insuffler un rebond un petit peu plus puissant vers la zone des 1,50, 1,55. Mais ça reste une grosse tendance baissière. Donc âme sensible, s'abstenir, c'est essentiellement voilà, pour des traders qui veulent chercher du rebond de court terme. Même à long terme, je veux dire, on peut toujours acheter à long terme et se dire dans 6 mois que c'était un bon prix, mais à ce stade-là, rien ne permet de l'anticiper. Et rien ne permet d'anticiper que sur enfoncement des 1,27 €, on n'aura pas une envie surtout d'aller chercher les anciens plus bas qui étaient aux alentours des 1,15. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur cette première, entre guillemets, cette reprise des vidéos du week-end. Comme d'habitude, j'espère que ça a pu vous apporter. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce en l'air, liker la vidéo, les partager également pour que ça aide le plus grand nombre d'investisseurs. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr pour les petits articles que je mets en mode suivi de marché au jour le jour et suivi de mon portefeuille. Et je vous attends donc du côté des commentaires pour savoir ce que vous pensez du marché, quels sont les titres que vous plébiscitez, éventuellement quels sont les titres que vous aimeriez que j'analyse la prochaine fois. Excellent week-end une nouvelle fois. Salut les graphes.